Il y a 2 semaines, j'ai déposé ici mon dernier podcast de l'année. Et sans vous préciser que j'allais prendre une pause entre Noël et le jour de l'an, mais me voilà. Bonne année tout le monde. Puis si vous m'écoutez en plein milieu du mois de juillet, faites-vous-en pas. C'est un épisode intemporel. Donc j'ai déposé ici le dernier épisode. J'ai une idée de l'année. Et en vous préparant mon épisode d'aujourd'hui, je suis allée voir les notes que j'avais prises. Puis là, vous le savez, l'épisode fait le tour. En fait, je voulais vous faire un épisode sur la croissance verticale et horizontale, ce que je vais vous raconter un peu plus tard dès maintenant. Mais je suis partie dans la redéfinition de ma mission d'entreprise, la clarification de mes 3 piliers de développement. Au lieu de faire un plan d'épisode, j'ai fait un plan total de ma mission des 10 prochaines années. Ensuite de ça, je regarde mes notes, là. Là, je l'ai écouté, l'épisode. C'est le fun. Oui, je l'accueille, la clarification. Je l'accueille, l'exercice qui a été fait, puis ensuite, bon, là, j'approche le 100e épisode. Alors, tiens, pourquoi ne pas aller étudier s'il y a un transfert de plateforme? Je veux pas rentrer dans tout l'épisode de la semaine passée, mais je veux juste vous montrer que la fatigue mentale de fin d'année, là, ça fait que parfois, en tout cas dans mon cas, on prend des mauvaises décisions. Pas des mauvaises décisions dans le sens où c'était pas une mauvaise décision de clarifier toute ma mission de vie, là, il y a à la fin de l'année. Mais peut-être pas à ce moment-là, hein? Peut-être pas alors que je venais de vivre le plus gros mois, mon plus gros mois dans l'année, c'est-à-dire que oui, en plus, tu sais, de mon travail. Il y a eu plusieurs activités parascolaires, dont l'événement avec Jeannette Bertrand, qui a pris du temps. Ensuite de ça, on a eu des événements dans ma famille pendant ce temps-là. Noël qui s'en venait, les multiples parties de Noël. En plus, quelques événements qui ont suscité de grandes émotions chez moi, dont là, un deuil animal, je vous en avais parlé. Tout ça mis ensemble, là, je savais, moi, qu'à la fin du mois, il fallait que je me ménage. Sauf que, on le sait, dans notre corps, on le sait, mais une fois que mon cerveau s'emballe, des fois, là, je me suis enlignée dans une semi-maîtrise. Pas une thèse de doctorat, mais une semi-maîtrise, là, alors que je préparais un épisode. Je me suis laissée emporter dans mon TDAH et dans ma neurodivergence, que j'ose pas trop appeler douance, mais je vais finir par l'assumer, je vous le dis. Et donc voilà, là, je voulais juste vous dire que des fois, notre cerveau est fatigué, puis c'est pas parce que il fonctionne, il travaille fort, il s'en va, il a le goût d'aller dans plein de directions, sauf que c'est pas une bonne idée, c'est comme de presser le citron, c'est comme d'aller courir à 10 km après un marathon, c'est pas de temps, là. Tu sais? Alors, mea culpa à moi, je me le fais à moi de moi, mais je vous le raconte parce que peut-être que mon histoire peut vous aider à mieux naviguer la vôtre. Hein? Parce qu'on l'a trouvé la dernière fois, j'ai une idée, mon nom est Jeanne Duquette, je suis stratège en notoriété puis en optimisation de votre impact et votre pouvoir, mais ce qui me fascine et qui m'habite, c'est de raconter des histoires justement qui nous aident donc à mieux naviguer la nôtre. Alors, tel que promis, je vous parle aujourd'hui de la croissance verticale par rapport à l'horizontale. C'est parce qu'on se voit pas physiquement, mais souvent, je vais faire le signe de croix. Partez pas en peur, là. Le signe de croix dans le sens où je vais parler de croissance, puis là, je vais monter ma main vers le haut. Puis ensuite, je vais parler de croissance horizontale en élargissant mes bras. Puis ça fait un peu la croix.
Puis effectivement, tu sais, un être humain est censé se potentialiser quand il y a une croissance verticale et horizontale. Donc, pas... Puis ce qu'on nous a appris, nous autres, c'est surtout la croissance verticale, tu sais, les chiffres, la performance, comment on peut mesurer, etc., etc. Mais l'impact d'une personne commence vraiment à se potentialiser quand il y a une croissance un petit peu plus horizontale. Donc, quand tu sais, quand on croit horizontalement, nos bras, ils s'ouvrent, comme si on voulait serrer quelqu'un dans nos bras. C'est que là, on veut se servir de tout ce qu'on a appris pour faire du bien, soit à soi, soit autour de soi, soit à notre communauté. Mais ce qu'on est peut faire du bien de plein de façons. Ici, on parle beaucoup de raconter des histoires qui vont avoir un impact positif. Mais, et c'est ce que je regarde tous les jours, là, des gens qui choisissent donc de se raconter pour voir qu'est-ce qu'ils vont avoir comme impact. Et là, je me suis accrochée là, juste dans le mois de décembre, donc avant ma pause forcée, parce que là, je vais revenir en fin d'épisode, je vais revenir à mon fameux 23 décembre, là, où c'était pas l'idée du siècle là, de me donner une mission comme ça, cette journée-là. Alors que je recevais le 24, puis j'avais un party le 26, puis que j'avais eu un party le 21. Donc, bref, on revient à ça. Donc, je me suis accrochée, j'ai écouté Chef's Table Legends. C'est une série sur Netflix qui va raconter l'histoire de chefs, de grands chefs, donc connus à l'international. Et ils ont eu un souci, donc, ces 4 légendes-là, mais particulièrement 3 d'entre elles. Ils ont eu un souci de nous raconter des histoires qui ont eu de l'impact au-delà de leur art. C'est ça que je veux dire quand je parle de croissance horizontale. C'est que là, l'expertise, ça dépasse un peu plus juste tes clients ou juste ton domaine. C'est ton expertise, tu la mets au service de plus grand que toi. Et c'est exactement ça que le premier épisode de Chef's Legend avec Jamie Oliver nous raconte. Et je connaissais pas tant son histoire à Jamie Oliver, puis je vous raconte pas toute la série, mais je vais juste me servir d'un résumé, donc, de cette histoire-là pour pivoter, là, avec l'autre histoire que je vous ai teasée dans l'épisode de la semaine dernière, basée sur le livre Jiro Dreams of Sushi. OK, je pense que c'était ça le nom, Jiro Dreams of Sushi. Alors, Jamie Oliver, qu'on a connu longtemps comme le Naked Chef. Jamie Oliver, c'était... son père avait un pub quand il était jeune. Il était pas très bon à l'école, mais il était bon en cuisine. Et à un moment donné, son père, il dit, ben là, pourquoi tu vas pas à Londres apprendre un peu mieux ton métier parce qu'il travaille depuis qu'il est jeune, donc on le comprend dans l'entreprise familiale. Puis son père dit, ben va te former à Londres, puis tu reviendras, tu sais, t'occuper de l'entreprise familiale. Et donc, il s'en va à Londres, il commence à travailler dans les restaurants, puis il gravit les échelons quand même assez rapidement. Il se ramasse dans un excellent restaurant de Londres. Et à un moment donné, ils ont un appel, mais il y a une équipe de tournage, donc demain, qui va venir faire un reportage sur ce grand restaurant-là. Et ils vont aller tourner en cuisine. Et ils vont tourner en cuisine, et là, la plupart des gens sont dans le rush. OK? Tout le monde dans la cuisine est dans le rush, puis ils veulent pas trop parler aux journalistes. Puis tu sais, c'est lourd en plus d'être dans un gros rush de service, d'expliquer à des journalistes qu'est-ce que tu es en train de faire, puis qu'est-ce que tu fais comme cuisine. Mais lui, il prend le temps. Il prend le temps de leur parler, tout ça, et il est en train de faire, au moment où il leur parle, un plat extrêmement difficile. Je pense que c'est un pitivier. C'est comme une version du bœuf Wellington. Puis c'est très difficile à faire, là. C'est un haut niveau en tout cas, ça ressemble à ça, là, ce qu'il faisait comme plat. Et pendant qu'il fait donc ce plat-là ultra compliqué, il prend le temps de parler aux journalistes, prend le temps de parler, d'expliquer qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Et c'est passé, ce reportage-là, je pense, aux nouvelles, un dimanche soir ou à une émission là, un peu...
comme 60 Minutes aux États-Unis, là, une émission de reportage. Et le lendemain matin, il y avait déjà 3 appels de producteurs qui voulaient faire une émission de télé avec lui. Fait que dans son cas, ça a été quand même assez rapide. La sauce a pris, comme on dit. Tout le monde voulait faire des émissions avec lui. Donc, après ça, ses émissions commencent. Il commence à trouver sa voix comme chef. Sorte le livre Naked Chef. Ça a attiré l'attention, bien évidemment. Et là, ça explose. Et donc, il est bon, il est cute, l'émission cartonne, les livres cartonnent, le brand est extraordinaire. Alors, il se met à avoir beaucoup d'offres, à accepter bien des affaires, si bien que là, il commence à avoir des chaînes de restaurants. Je pense qu'il y a 2 chaînes de restaurants qui émergent là avec son brand. Et aussi, il y a aussi parti un restaurant à Londres. C'était sa première initiative et on comprend que dans celle-là, il était plus, peut-être qu'il y avait plus les mains dedans. Il est allé chercher comme lui des jeunes qui étaient pas bons à l'école, qui étaient peut-être un peu dans la misère, qui avaient des enjeux d'itinérance ou de violence ou etc. Et il leur a offert de les former pour qu'ils puissent devenir des chefs. Et donc, ce restaurant-là emploie ces jeunes-là. C'est une initiative qu'il a mis sur pied quand même assez vite là, dans sa croissance. Donc là, vous le voyez, ça, c'est une extension horizontale. Quand il commence à s'occuper, à aller aider son prochain avec ce que lui a développé. Donc, il va chercher des jeunes qui lui ressemblent, leur offre la même opportunité. Alors, et à ça, il prend goût. Donc là, il commence à aimer avoir de l'impact. Il commence à pas juste être dans l'excellence, donc être un bon chef, avoir des gros ratings, avoir des brands de restaurants puis de faire des millions de dollars. Il commence à aimer avoir de l'impact, fait qu'il s'en va aux États-Unis. Là, il s'attaque donc à la nourriture, à la malbouffe aux États-Unis. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je m'en souviens, là. Il avait fait, c'était un YouTube où il nous expliquait c'était quoi les croquettes de McDonald's, là. Qu'est-ce qu'il y avait dans des croquettes pour vrai, là. À quel point que c'était pas nutritif, là, puis c'est ce qu'on donne aux enfants depuis des années. Alors, c'est lui qui démystifie ça. Il s'attaquait à la malbouffe, mais en l'expliquant, puis tout ça. Fait qu'il était bien occupé avec sa mission, donc. Mais là, oups! Ses franchises s'écrasent, puis là, ça marche plus. Fait que là, oups! Un peu trop dans l'horizontal, pas assez dans le vertical. Alors là, oups! Ses franchises... donc, il fait faillite. Il retourne en Angleterre, il lâche le Hollywood et les photos avec Jennifer Aniston puis Brad Pitt, etc., etc. Et il revient en Angleterre, il remet donc ses entreprises sur pied, puis il choisit un entrepreneuriat. Oui, il y a toujours des livres de recettes. Oui, il y a toujours des émissions. Oui, il y a toujours son impact, donc, dans le vertical. Mais il choisit mieux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Puis il choisit en Angleterre d'avoir de l'impact sur la nourriture qu'on sert dans les écoles. Et là, dans l'émission, donc, on suit un peu tout ce qu'il a fait là, par rapport à améliorer. Puis c'est pas facile à solutionner, là. C'est pas juste je te donne de la bonne bouffe puis tu vas la manger, là. C'est pas si simple que ça. Puis il fallait qu'il parle, évidemment, c'était politique, il fallait aller chercher des fonds, etc., etc. Donc, il nous parle de son rôle qu'il a traversé, tu sais, de l'horizontale, de la verticale à l'horizontale, mais ça, tu sais, ça se peut que tu y vas trop, là, un peu. Puis là, oups, tu reviens dans ton vertical. Mais quand on regarde cet épisode-là, on voit un homme qui est épanoui, qui semble équilibré, qui semble heureux. Il y a ses enfants, il y a sa femme, qui est toujours la même depuis le début. Et il y a comme une espèce de... ce qu'on aime de Jamie Oliver, une espèce de joie de vivre, il est smooth, tout ça. Puis c'est très présent, ça. Et on voit donc que c'est quelqu'un qui est très bien, puis qui
qui a traversé le monde, qui a un succès énorme, mais à un moment, ce succès-là, qui lui paie, puis lui, il l'a reconnu assez tôt dans son parcours que s'il est juste dans vendre des livres puis avoir des ratings, il ne sera pas heureux. Parce que le prix, pour lui, de la notoriété était quand même assez cher payé. Alors, c'est quand tu te dis, OK, mais on va faire quelque chose avec. Et là, il s'est mis à faire quelque chose avec. Je trouve ça super beau. Maintenant, tu sais, par opposition à, et là, je vous dirais que, tu sais, il y a 15 ans ou il y a 10-15 ans, un documentaire qui faisait le tour des festivals puis qui gagnait beaucoup de prix, c'était un documentaire sur un Japonais qui s'appelle Jiro, qui a un petit minuscule restaurant dans une station de métro à Tokyo et qui a, je sais pas si c'est plus qu'une, là, mais c'est un étoilé Michelin. Et il y a un petit restaurant dans un métro. Alors là, tout le monde, évidemment, ça attire l'attention. Tu te dis, oh my God, mais quelle excellence extraordinaire. Il est dans un métro, puis il y a des étoiles Michelin. Comment ça, une ou des? Vous me pardonnerez. Mais, et là, donc, on suit le parcours de cet homme-là dans son documentaire qui est arrivé à un niveau d'excellence là, assez phénoménal. Puis là, à l'époque, tout le monde fait « Oh, wow, c'est donc hot! » Puis moi, déjà, je me dis « Mais voyons, il n'a pas l'air bien, le monsieur, il souffre. » Il a l'air de quelqu'un qui souffre, puis qui parle à performance, tu sais, essaie de guérir quelque chose, mais... Tu sais, quand il y a juste la verticale, là, l'atteinte d'objectifs, l'atteinte de chiffres, l'atteinte d'indicateurs de performance qu'on pense qu'ils vont nous rendre heureux, là, mais ça, on se rend compte assez vite que ça dure 10 minutes. Ça dure pas longtemps l'effet que ces performances-là ont. À un moment donné, pour que ça dure plus longtemps, il faut s'élargir à la verticale, à l'horizontale. Puis là, je reviens. Là, vous me direz si c'est clair pour vous, cette affaire-là, mais... Tu sais, l'histoire de Jiro, c'est l'histoire d'un jeune homme, puis ça fait des années que je ne l'ai pas vu, là, mais je résume. Ça fait des années qu'il n'est pratiquement pas sorti de son restaurant. Il ne fait que perfectionner son art tout le temps. On n'en apprend pas beaucoup sur sa vie, mais c'est quelqu'un qui est aigri, qui est dur avec lui-même, qui est dur avec ses employés. Ça semble pas quelqu'un qui est ultra heureux d'être content d'être un étoilé Michelin. Probablement que oui, mais... Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Janie, c'est passé dans cette culture-là, tout ça. Ouais, mais à un moment donné, bon, on le voit, là, il va visiter la tombe de ses parents. Puis là, c'est très clair qu'il déteste encore son père, puis qu'il trouve que son père était donc pas fin avec lui. Puis là, les gens lui disent, t'imagines, c'est clair que c'est quelqu'un qui est blessé, qui a beaucoup souffert, puis que il s'est probablement fait rabaisser. Puis là, ben, avec ses performances, lui, il se dit, je vais leur prouver qu'ils ont tort ou qu'ils avaient tort de pas me considérer, de pas m'aimer, de pas m'avoir. Puis tout ça, c'est un moteur de... Tu sais, on voit que c'est quelqu'un qui a été capable de résilience énorme parce que forcément, justement, il vient de passer difficile, puis là, il a accompli quelque chose d'extraordinaire, de tout à fait hors norme. Sauf qu'il reste dans sa verticale. Donc, tu sais, au moment où on le voit, il y a 10-15 ans, il est absolument exécrable avec son propre fils, lui aussi. Tu sais, son propre fils travaille avec lui, mais il est super exigeant avec lui. Est-ce qu'il est plus aimant que ce qu'il reproche à son propre paternel? Pas tant. Est-ce qu'il est dans le... Est-ce qu'il nous parle d'autre chose que son restaurant? Pas du tout. Peut-être qu'après le documentaire, ça a changé, mais je pense que non. J'ai fait une recherche, puis ça disait que non, c'est toujours difficile pour... il est plus étoilé Michelin parce que depuis le documentaire, il y a tellement de réservations que c'est plus ouvert au public, là, quasiment. Il faut réserver 3-4 ans d'avance avant d'aller là. Puis son fils travaille toujours avec lui, mais c'est toujours pas lui qui prend le restaurant. Puis à l'époque où ils font le documentaire, je pense que Jiro avait 70 ou 75 ans, son fils 50, puis il planifiait pas de lui donner
les reines de son resto. Mais, tu sais, vous là, je comprends là, que je caricaturise pour peut-être minimiser, tu sais, tout ce qui est exaltant, parce que c'est exaltant être étoile Michelin, j'imagine, puis d'être, tu sais, à recevoir des accolades de partout dans le monde, puis d'avoir des invités, puis un line-up incroyable pour aller goûter ta nourriture, puis être reconnu donc mondialement. C'est sûr que ça doit être exaltant, puis ça doit venir avec certains privilèges dont il doit profiter, mais est-ce que au-delà de ça, il partage ça, cette influence, ce savoir-là avec d'autres? Est-ce que... En fait, moi, ce que je remarque juste, c'est qu'il n'a pas l'air, vraiment pas l'air aussi heureux que l'autre, là. C'est qu'il y a la performance, puis il y a le sens aussi. Hein? Et donc, il y a un certain moment dans la vie où ben, ce qu'on fait, on veut que ça ait du sens au-delà de la performance. Puis je le sais qu'il y a bien des filles qui m'écoutent, puis nous autres, tu sais, ils ont trouvé le sens, mais le sens performe pas. Fait que il y a de ça aussi. C'est pas parce que tu trouves l'horizontale que tu peux faire... à quelque part, il faut être dans une position où on a énormément d'abondance et je dirais, ou de notoriété, ou d'abondance de notoriété ou de capital pour commencer à penser à déployer dans l'horizontale, donc prendre soin des autres, aider les autres, etc., etc. Mais quand le moteur est inverse, c'est quand on veut aider les autres puis monétiser cette aide-là, quand monétiser est en avant d'aider, ça marche moins, on dirait, tu sais. Alors, je pense que, je sais pas, c'est toujours un dilemme, hein. Je le sais, là, je réfléchis en même temps que je vous raconte tout ça. Tu sais, je vous dis, OK, celui qui choisit de partager une fois qu'il a atteint un certain niveau d'excellence, ben, il va avoir beaucoup plus probablement de satisfaction personnelle, puis de moments qu'on appelle des moments de bonheur, que quelqu'un qui est tout le temps juste dans la performance. Parce que de la performance, la seule chose qui maintient la performance, c'est plus de performance. Alors, c'était un peu ça, ma réflexion qui était basée sur... Puis, tu sais, ce sens-là ou ce partage-là qu'on peut choisir de faire à un moment où on est arrivé dans notre carrière ou même, mettons qu'on prend notre retraite, là, on décide, OK, let's go. Maintenant, je veux partager quelque chose. Mais pour que ça ait du sens, il faut que ce soit la bonne affaire aussi. C'est pas tout... tu sais, Jamie Oliver, tout ce qu'il a fait, c'était ultra cohérent avec son histoire à lui, avec ce qu'il avait vécu lui, tout ça. Donc, c'est pour ça que ça a fonctionné. Il a réussi, donc, à être un bon modèle pour des jeunes qui avaient de la difficulté. Et ça a donné des bons résultats par rapport à son resto. Et après ça, tu sais, au niveau des écoles, c'est quelque chose qu'il connaissait. Il y a... Fait que ce partage-là aussi, il faut que ce soit cohérent. C'est pas simple non plus, l'horizontale. C'est ça que je veux vous dire. C'est que c'est pas non plus si simple que ça. Puis pour faire ces bons choix-là, ben ça demande souvent une réflexion, un retour sur soi, un retour à son histoire. Si je parle de moi, là, mais c'est clair qu'après... avoir dirigé pendant 15 ans en tant que femme, puis avoir pensé longtemps que j'étais nulle en leadership. Tu sais, que mes obstacles me venaient du fait que moi, je savais pas comment, probablement. J'étais pas une bonne leader, alors que mes collègues masculins, c'était tous des super champions du monde, eux autres. Je savais pas que ça existait quelque chose comme les doubles standards, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à me rendre compte que, c'est ça... J'ai vécu quelque chose, puis j'ai eu envie de le partager par après pour aider les autres. Fait que c'était cohérent, là. Ça m'a aidé à avoir un parcours moins difficile que quelqu'un qui veut tout de suite dire « OK, j'ai trouvé un sens à ma vie,
Maintenant, je le monétise. Non, ça va mieux quand on monte en haut, on monte en vertical avant, puis après, ça va à l'horizontal. C'est-tu clair? Je le sais pas. On va revenir à moi. Ce sera pas un super long podcast aujourd'hui, mais on va revenir à mon fameux mois de décembre. Donc, je sais pas si vous avez entendu, mais oui, je m'excuse à ceux et celles qui m'écoutent au mois de juillet. Mais juste vous dire, tu sais, dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, souvent, les urgences sont pleines de deux affaires, sont pleines de grippe et de fractures. Parce que le monde glisse puis ils se font mal. Alors moi, je vous annonce que j'ai eu les deux pendant le temps des fêtes. Pas une fracture, mais je me suis foulée solide la cheville le 2 janvier. Je suis allée, il y avait une séance de yoga. Mes amis ils ont un studio de yoga à Montréal. Je n'étais jamais allée. Je décide d'y aller. Super, pour me donner de l'énergie. C'est la pleine lune, c'est la nouvelle année. Plein de beaux projets, plein de belles affaires. Je viens de sortir de mon lit parce que oui, j'ai eu un rhume qui m'a tenu à l'été pendant quelques jours. C'est du 26 au 31 quand même, là. Au moins. Ben, la première fois que je sortais, le 2, là. Fait que, et là, glisse, et là, scrunch. Fait que, ça pour dire que je savais, moi, que j'étais fatiguée. Puis quand je suis fatiguée, je me lance parfois, dans des projets qui sont pas raisonnables. Et ma propre, c'est ça, faut avoir... En tout cas, dans mon cas, il faut que je sois vigilante quand je sens que je deviens fatiguée. Puis je le savais, là. Quand Noël est arrivé, je le savais. J'étais là, il faut que j'arrête. Puis j'ai travaillé super fort pour avoir une pause, là, par rapport à... J'ai pris beaucoup d'avance dans certains dossiers. Justement, jusqu'au 22, là, le 22, je pense que je travaillais jusqu'à 1h du matin pour prendre l'avance dans mes dossiers, pour être capable d'avoir une bonne pause dans le temps des fêtes, parce que je savais que mon cerveau allait avoir besoin de prendre une pause. Puis honnêtement, je suis encore là-dedans. Fait que je m'excuse aujourd'hui si je suis pas top, mais je suis encore là-dedans. Je suis encore dans ma pause. Après tout, je suis mon propre boss. Hein? Alors, puis j'ai pris de l'avance pour moi. Fait que moi, je rentre au bureau le 12 janvier. C'est la décision que moi et mon boss avons prise pour justement là, prendre le temps d'aérer ce cerveau-là. Puis moi, quand je glisse, là, c'est ça, quand je glisse puis j'ai un petit accident, c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans les 10 dernières années, là, ça m'est arrivé il y a 6-7 ans. Puis les 2 fois, là, je remarque que quand on est plus fatigué que d'habitude, en tout cas, moi, c'est là que les quote-unquote bad luck m'arrivent, tu sais. Fait que c'est pas juste de la bad luck, c'est juste, hey, repose-toi donc, la grande. Puis tu sais, je savais, il y a sinon trop de parties au mois de décembre. Puis de ce temps-là, les virus sont forts. Fais attention, Janie, ça se peut que tu ramasses quelque chose. Ben, c'est ça qui est arrivé. Fait que... Le 26 au matin, j'ai fait « Oh, non! » Alors, c'est ça. Donc, ouais, je savais que j'étais fatiguée. Fait que prenez soin de vous et écoutez les signes de votre corps. Alors, moi, j'écoute les miens. Et c'était un plus petit podcast aujourd'hui, mais l'histoire prévue, je vous l'ai partagée. Pardonnez-moi si c'est pas aussi clair que c'est d'habitude. Mon cerveau a encore besoin d'un petit peu de relaxation jusqu'à la semaine prochaine. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt à J'ai une idée.